jeudi 31 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue au avant-dernier, n'est-ce pas, à l'avant-dernier de ce numéro de IMATE. Voilà, nous sommes deux sur ce plateau avec Madame Larissa Ngakoto. Bonjour. Bonjour, Romnilum Sengar Madine. Comment tu cites tout mon nom? Je te rappelle juste qu'on est en juillet. Ah oui. Et non en mars. Ah, j'ai dit plutôt mars. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je comprends pas. En tout cas, c'est le dernier numéro du mois, comme l'a dit Monsieur Roms. Bonjour à nos amis téléspectateurs, la grande famille de IMATE qui est là, déjà positionnée, déjà installée pour nous accompagner dans ce avant-dernier numéro de la semaine. La joie est partagée, le plaisir est partagé, surtout quand le duo sur le plateau de IMATE est mix. On sent le genre masculin, le genre féminin, alors le plat sera bien équilibré ce matin sur le plateau de IMATE. Roms, ça va, la santé? Ouais, Dieu merci, ça va, sauf que je suis un peu grippé. Je ne sais pas si c'est le changement de climat, mais on tient le coup, ça va. On est des Sahéliens, donc ça, ce sont des maladies passagères souvent, on rencontre. Ouais, et aussi l'obligation de servir les téléspectateurs aussi. Eh oui, c'est important parce que moi j'ai l'habitude de le dire toujours, servir les téléspectateurs c'est notre devoir. Et là, même si nous sommes malades, on doit néanmoins se forcer pour venir les servir. Ouais, et pour cela, nous sommes là pour vous servir et nous sommes rassurés, hein, la grande famille de la radio IFM également, qui nous suit. Oui. Nous sommes rassurés que vous êtes à l'écoute. Vous pouvez interagir avec nous sur les différentes thématiques qui seront abordées sur ce plateau ce matin. Romson, nous sommes jeudi et quand on dit jeudi, alors le plat tend à être week-endisé. ah ouais, vraiment. On parlera un peu leadership. Nous aurons aussi notre nouvelle chronique. Héritage politique qui est tenu par le doyen de la maison, M. Ndokot Clément, qui passera ici nous faire découvrir les hommes politiques du Tchad. Et aussi le digne paysan qui nous a manqué il y a quelques semaines. Voilà. Nous espérons qu'il est quelque part et qu'il nous suit et qu'il viendra ici nous dire ce qu'il y a de nouveau au champ et aussi les élèves. S'il y a du temps, nous allons recevoir les élèves sur ce plateau. Alors, Roms, le décor étant planté. Nous allons peut-être demander à ce qu'on nous propose un clip pour permettre à tout et chacun de prendre une bonne position. Voilà. Et là, nous demandons à la régie de nous donner le titre de Tokezi dans la flamme. Un sourire qui fleurit sur les lèvres desséchées, une colombe qui porte le rampeau d'olivier, une flamme qui brûle au fond des yeux, une eau claire qui gambade à travers la terre, une mélodie hardie qui désarme le cœur, Tokezi qui rime avec fraternité pour engloutir les rancœurs. La paix, c'est tout simplement l'amour, mes frères. Mettons en commun toutes nos idées et rassemblons toutes nos forces et toutes nos mains. Concertisons-nous pour chercher l'avenir de nos enfants et trouver le vrai chemin. Trouvons des compromis, apaisons nos cœurs, rendons libre l'esprit pour vivre dans la paix. Ayons la tolérance pour pardonner son prochain, cultivons de l'amour pour vivre en liberté. La foi, la vie nous rendra du monde. Mes frères, soyons unis pour la bonne marche de la nation. La main dans la main pour construire notre cher beau pays. Plus de foi, et plus de
posons toujours des actes qui sont vraiment positifs. Sarah, tout n'a qu'on Dieu beau la de nous qui n'ont de tangan si de akawalbo. Quand on allait à tout dit, ne dit yabo, et yaba a reçu du mamodo, Dieu tout beau. L'unité, l'unité, elle élève l'homme au-dessus de la créature de Dieu, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous sommes tous des frères et sœurs et aussi créatures de Dieu. C'est encore possible de reconstruire sur nos pays. Il y a de l'espoir de dessein pour cette nation bénie. Oui, c'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est béni, je vous assure, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Une tête de place, une petite croix. Ayant la totale confiance éternelle. Plus de toi, et plus de moi. Plus de la foi, la vie, on pas du bonheur. Mais frères, soyons unis pour la bonne marche de la nation. La main dans la main pour construire notre cher beau pays. Plus de toi, et plus de moi. Plus de la foi, la vie, on pas du bonheur. Mais frères, soyons unis pour la bonne marche de la nation. La main dans la main pour construire notre cher beau pays. Si tu crois vraiment que le sourire est plus fort que l'arme, si tu crois que ce qui rassemble toutes les âmes est plus important que ce qui les divise en morceaux, si tu peux écouter le malheureux dans son berceau qui te fait perdre temps et les garder toujours ton sourire, tu sais accepter les critiques, en faire ton souvenir sans les renvoyer mais plutôt les mettre en pratique. Tu deviendras un homme de la paix, un homme authentique. Toi et plus de moi. Plus de la foi, la vie, on n'a pas du bonheur. Mais frères, soyons unis pour la bonne marche de la nation. La main dans la main pour construire notre cher beau pays. Plus de toi, et plus de moi. Plus de la foi, la vie, on n'a pas du bonheur. Mais frères, soyons unis pour la bonne marche de la nation. La main dans la main pour construire notre cher beau pays. Donc, Sarah Itojenga Konadje, Massa Kim, vous êtes des frères, Mbaye Ngambaye, vous êtes des frères. Et nous sommes appelés à vivre ensemble. Roms, c'est ce que Toukezi nous envoie ce matin comme message. C'est un message fort, il faut le reconnaître. Ah oui, c'est un message très fort, il faut le dire, parce que la paix, c'est un mot il faut vraiment l'utiliser dans son sens propre ici au Tchad, parce que le Tchad en a besoin, les Tchadiens en ont besoin. Nous avons tant traversé des moments difficiles, des moments compliqués, et tout ça, donc nous devrions normalement s'appesantir un peu sur ce mot pour le vivre vraiment dans son sens propre. Et surtout qu'on dit que la paix, ce n'est pas un mot, hein, mais c'est un comportement qui doit se vivre. Ah ouais, ça doit se vivre. Mais ici chez nous, le mot paix est partout dans nos discours, partout dans nos causeries. On vous force même quand vous êtes en guerre et on vous force que voilà, vous devez vous pardonner, faire la paix et passer à autre chose. Pourtant, la paix, quand il y a déjà la guerre ou bien quand il y a déjà quelque chose qui flamme, il faut un processus pour arriver à la paix. Pour arriver à la paix. Et quand on dit paix, c'est vraiment paix. On ne peut pas demander à deux personnes qui sont en vif conflit de faire la paix comme ça. Il y a des choses à suivre en amont. Il faut d'abord peut-être s'expliquer pourquoi nous sommes en conflit. Important. Voilà. Et qui est en tort, qui n'est pas en tort. Comment accepter, même si je suis en tort, et toutes ces choses avant que la paix s'installe réellement. Mais du moment où c'est comme si le mot paix doit se forcer, donc je pense que on ne pourra jamais vivre en paix dans ces pays-là. Et il faut également mentionner qu'ici au Tchad, même si on a des séquelles de nos passés qui nous hantent souvent, je peux dire ça comme ça entre guillemets, il va falloir que nous comprenions que nous sommes tous Tchadiens et que nous devrions, si jamais nous voudrions ressembler bien sûr à d'autres pays qui sont déjà loin, c'est-à-dire je voudrais parler ici du développement bien sûr. Nous devrions enterrer la hache de guerre et vraiment enterrer cette hache de guerre-là. Ne pas rester là à dire que non, ici dehors on crie la paix, mais quand on vient dedans on dit non, lui là il est Sarah, il n'est pas ton frère, lui là il est Doum, il n'est pas ton frère. Cette éducation ne pourra jamais nous aider à avancer. Ah ouais, cette éducation ne pourra jamais nous aider à avancer. Romson, nous allons prendre le bien-être avant de revenir sur ce plateau. D'accord.
La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée chaque année le 28 juillet 2025. L'édition 2025 met l'accent sur la nécessité de supprimer les obstacles financiers, sociaux et systémiques, y compris la stigmatisation, pour amplifier l'accès au dépistage, au traitement et à la vaccination. Voilà, on a commencé depuis 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, notre dépistage à l'hépatite est dans la gratuité comme d'habitude. C'est dans la gratuité. Tout ce qui est lié à notre programme sectoriel est toujours dans la gratuité. Le VIH, les 2 hépatites, et nous avons couplé cette année avec le syphilis. La campagne de dépistage lancée par le ministère de la Santé publique est diversement appréciée par la population. J'étais venu ici, ce n'est pas dans le but, n'est-ce pas, de me faire dépister. Je ne savais même pas qu'il va y avoir, n'est-ce pas, le dépistage de la population. Aujourd'hui, on sait, n'est-ce pas, du ministère de la Santé. Vous allez voir que c'est très important qu'il faut, n'est-ce pas, informer, n'est-ce pas, la population. Je ne sais pas si ça se fait, n'est-ce pas, dans tous les quartiers, n'est-ce pas, de la ville de N'Djamena, mais je suis en train de voir que c'est seulement au sein. Et la population, quelquefois, n'est même pas informée, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer ici. Oui, j'apprécie ces campagnes en tant que citoyen tchadien. L'hépatite, que ce soit B, C, les VIH, sont devenues des maladies qui sont beaucoup plus répandues dans tous les territoires. Donc je vois que c'est bien, les gens se mobilisent pour faire le dépistage. Nous sommes très ravis parce qu'il est très important et nécessaire pour nous de savoir le bilan de notre santé. Et donc c'était une occasion pour nous de se faire connaître le bilan de notre santé. Docteur Eounou, conseillère Sciences Système Service pour tous, mentionne le bien fondé de cette journée en mettant l'accent sur la prise en charge de l'hépatite virale et certaines pathologies. Que la communauté sache qu'au niveau des structures de santé, il y a une prise en charge qui existe. Donc, il faut aller se faire dépister. Et quand on est dépisté, alors on a accès au traitement. Le taux de prévalence de l'hépatite virale au Tchad n'est pas perdu de vue. Il y a 9,2% qui sont atteints d'hépatite B. Et il y a 2,3% qui sont atteints d'hépatite C. Ça, c'est les récentes études pour montrer un peu l'importance de la prévalence. En cette journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée le 28 juillet 2025 sous le thème « Faisons tomber les barrières », le Tchad réaffirme son engagement à lutter résolument contre cette menace silencieuse qui touche encore des millions de vies, notamment sur notre territoire. Il est impératif de renforcer les actions multisectorielles, communautaires et institutionnelles afin de briser les barrières sur les voies de contamination. Savoir le bilan de santé de soi est très important. Il faut ne pas attendre, disons, être malade avant de se rendre dans un hôpital pour chercher à se soigner ou faire autre chose. Mais il faut en amont chercher à connaître le bilan de ta santé. C'est très important. Comme ça, quand on est malade, on sait que on est malade à tel niveau et à tel souci. On va directement vers tel spécialiste pour se faire soigner et c'est plus important, n'est-ce pas, Laïcia? Oui, tu vois, il s'est signalé dans ce reportage de ITV que l'hépatite est une maladie qui tue silencieusement. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Beaucoup de nous portons cette maladie, mais sans savoir le bilan de notre santé, on se laisse entrer dans un état grave et avant de venir à l'hôpital. Et quand les médecins découvrent, c'est déjà à un niveau très élevé, très tardif, dont même guérir de ça est difficile. Mais on fait juste les moyens possibles. Le corps soignant, bien sûr, fait de son mieux pour que tu puisses... Peut-être avoir 2 jours, 3 jours de plus. Absolument. Mais moi, je trouve que l'initiative du ministère de la Santé cette année est à louer.
Ouais. Même comme je peux dire que la communication n'est pas vraiment passée. C'est parce ça que, le problème. il y a même un citoyen qui a dit que lui, il ne savait même pas, il est venu, il a trouvé, Il a fait. trouvé les gens, Ouais. voilà. Si la communication était encore plus intense, je crois que beaucoup de gens allaient se faire dépister et connaître leur sérologie. C'est vraiment important. Nous allons prendre cette fois-ci l'actu matin. Ouais. Comme nous sommes en train de parler de l'information, il faut s'informer, c'est important. Ouais, il faut s'informer. Ah, Alors, actu matin. Dans un contexte national et international marqué par une concurrence accrue entre institutions de formation et par des exigences croissantes de professionnalisation de l'administration publique, l'École nationale de l'administration se veut un véritable pôle d'excellence de formation et d'encadrement des administrateurs tchadiens. Une sortie immersive plongeant l'ensemble de corps d'enseignants et les acteurs à l'éducation dans une course de compétition de rigueur et de performance. L'ENA est une vieille institution de la République, créée au lendemain de l'indépendance et a fêté ses 60 ans en 2023. Elle a été créée à cette époque dans le but de doter les jeunes États tchadiens post-colonial des cadres qui devraient remplacer progressivement les administrations coloniales. Dr Ramatou Mahamadou Goutouin, la présidente du conseil d'administration, s'est félicitée du résultat réalisé par l'ENA. Ce qui témoigne de l'engagement exceptionnel des autorités tchadiennes à réinventer le système éducatif répondant aux exigences de l'heure. Cette modernisation qui progresse à grands pas s'appuie sur la digitalisation des processus afin de réduire les délais de traitement des dossiers et de renforcer la transparence. Pour permettre au maréchal président de la République de haut de son bureau pour accéder au chantier et à tout ce qui se fait sur le terrain. L'émotion est à son comble. Fouka Christiane est l'une des lauréats. Si j'ai un message ou quelque chose à dire à mes sœurs, c'est que nous avons les mêmes possibilités que les garçons. Si les garçons arrivent à exceller, nous aussi nous sommes dotés de mêmes potentialités. Alors nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons affronter les défis et marcher tête haute. Pour le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, la formation de la jeunesse ne peut plus attendre. Elle reste un impératif pour le gouvernement de la Ve République. Chers lauréats, il y a 3 ans, vous avez fait le choix judicieux d'intégrer cette prestigieuse école, de vous engager dans un parcours noble consacré à l'intérêt général. Après 3 années d'efforts, de rigueur intellectuelle, de travail et de discipline, vous voilà aujourd'hui à la porte de sortie, fiers, joyeux. Ils sont au total 196 lauréats de toutes filières attendues à recevoir leur certificat de réussite. 11 majeurs d'entre eux ont reçu de la main du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno leur diplôme de fin de formation. N'Djamena accueille ce 30 juillet 2025 la 155e session du conseil d'administration associée à la 75e réunion statutaire de la SEGNA. Celle-ci marque la toute première rencontre officielle après la prise de fonction du nouveau locataire de la direction générale de cette instance communautaire élue lors de la 74e session extraordinaire qui s'est tenue le 27 septembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Au cours de ces assises, les questions de l'examen de l'état d'exécution du budget et du programme d'activité de la SEGNA, les discussions sur les sécurités de navigation aérienne et de développement économique, la consolidation de la gouvernance et de la coopération aéronautique en Afrique seront méticuleusement examinées. Pour l'OPCA de la SEGNA, M. Ranjatolina Roland, cette grande rencontre est évaluative. Les réunions du conseil d'administration sont des moments importants dans la vie et la gouvernance de notre agence, affectent et orientent le fonctionnement et les ambitions de l'agence. Notre présente réunion revêt en effet une importance symbolique et stratégique car elle marque la première réunion officielle depuis l'entrée en fonction de notre nouveau directeur général, M. Prosper Zouminto.
Ouvrant les travaux, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatime Goukouni-Wadei, dit être fière de voir son pays accueillir de cette réunion statutaire de l'instance communautaire afin de projeter ensemble sur une finalité de consolidation des acquis du système de fourniture de services aéronautiques bien structuré. Au cours de cette session, le directeur général vous présentera le premier rapport de son mandat. Sans aucun doute, le dit rapport dressera un état des lieux rigoureux du fonctionnement global de l'agence, identifiera les dysfonctionnements et proposera des pistes concrètes d'amélioration. En adoptant les résolutions appropriées et en formulant des recommandations qui nous permettront de parfaire l'ensemble de notre chaîne de valeur avec pour seule finalité la consolidation des acquis ménagers de notre système de fourniture de services de navigation aérienne. La SECNA, il faut le rappeler, c'est une agence intergouvernementale avec une mission d'assurer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Elle regroupe 18 États membres et assure la gestion de l'espace aérien de ces pays. Elle constitue un modèle historique d'organisme régional dédié à la gestion coopérative des espaces aériens et à la fourniture des services de sécurité de la navigation aérienne. En ce qui concerne ces assises statutaires, placées sous le haut patronage du Premier ministre tchadien, ambassadeur Alamay Halina, durera 3 jours. Qu'il soit le conflit intercommunautaire, foncier, agriculteurs et éleveurs, la fin de ces conflits demande une unité d'esprit. Malgré les efforts consentis ça et là, ces conflits semblent avoir la peau dure et sont envenimés par une mauvaise gestion, a laissé entendre le coordinateur de l'association de l'arrêt, Madi Rangar Alkwa. Un problème que les gens n'aiment pas la vérité, les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la justice. Tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y aura pas vraiment la cohésion sociale, il n'y aura pas la paix. Les plus forts vont continuer à écraser les plus faibles. Et bonjour le dégât. La mauvaise gestion de ces conflits-là, la très mauvaise gestion de ces conflits, continue encore à propager ces conflits. La chefferie traditionnelle est devenue une marchandise et donc perd sa valeur et constitue l'une des facteurs phares de ces conflits et envenimée par la mauvaise gestion, laisse entendre le coordonnateur. Dans un passé récent, c'était beaucoup plus lié, il y a des liens, ça se partage de père au fils. Aujourd'hui, c'est devenu une marchandise. Et donc, dans un seul village, tu vas trouver au moins 4, 5, voire 10 chefs de village et personne ne respecte l'autre. C'est un désordre qui s'installe. Et ça envenime également la situation. Le nez même de ce problème, c'est l'accaparement de terres. Certains villages sont encerclés par les campements, par les ferriques des éleveurs. Et donc, ces familles agraires n'ont plus de terres cultivables. Et si un paysan n'a plus de terres cultivables, ça veut dire qu'il est appelé à mourir avec toute sa famille. C'est une mort programmée. La réponse du berger à la bergère, le chef du canton de Bissada, donne sa version des faits. Nous, on n'a pas une fois pris parti dans un conflit. Nous, on essaye de trancher selon les règles de la loi. Mais si on voit que ça dépasse notre compétence, on en va. Mais en milieu rural, quand quelqu'un va à la justice ou bien au niveau cantonal pour trancher un conflit et que l'autre ressort vaincu, va dire que non, que vous avez pris parti. Mais ça existe dans toutes les sociétés, c'est pas seulement ici à Bissada ou bien dans la province du Mandoul. Pour éviter aux Tchadiens et surtout les Mandoulais en particulier de croupir sous le joug de ces conflits et pour parler de la paix, les mots ne suffisent pas. La paix, elle est éphémère. Il faut qu'il y ait vraiment la paix et il faut qu'il y ait la volonté politique. Et la volonté politique, il va falloir que les gens s'engagent. La paix n'est pas verbale, c'est dans le comportement, c'est dans les faits. Mais il ne suffit pas de parler de la paix et adopter un autre comportement contraire. Les conflits ont certes la peau dure, mais il n'est pas impossible d'y mettre fin. Il suffit d'une réelle volonté manifeste des acteurs à tous les niveaux pour que ces conflits soient classés à jamais dans le placard de l'histoire et de tourner la page pour un Tchad refondé. من المثير للقلق ملاحظة أنه في أنجمينا
كما هو الحال في الولايات الأخرى لا يتخذ الآباء التدابير اللازمة لحماية أطفالهم الذين يواجهون مخاطر صحية مختلفة يمكن أن تسبب الرياح الباردة فقدانا سريعا للحرارة مما يزيد من خطر انخفاض حرارة الجسم لدى الأطفال الصغار. علاوة على ذلك يمكن لجزيئات الغبار والملوثات في الهواء أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي الموجودة مسبقا أو إثارة نوبات الربو. علاوة على ذلك في حالة السقوط من الدراجة النارية يمكن أن تسبب الرياح القوية إصابات جسدية إذا لم يتم تثبيت الطفل بشكل صحيح. ويمكن أن تكون هذه الظروف أيضا مصدرا للتوتر والقلق لدى الرضع والأطفال الصغار. لذلك من الضروري التأكد من تثبيت الطفل بشكل صحيح في مقعد مناسب لأمره وحجمه لتقليل خطر الإصابة في الحوادث. وفي بعض الحالات قد يسهم الهواء المتحرك في الجفاف خصوصا إذا لم يتمكن الطفل من الحصول على السوائل. كما أن الاهتزازات والضوضاء الناتجة عن الدراجات النارية بالإضافة إلى تأثيرات الرياح قد تسبب إرهاقا شديدا للطفل. من الضروري توقي الحذر واتخاذ تدابير وقائية لحماية الرضع والأطفال الصغار أثناء ركوب الدراجة النارية. يجب على الآباء ضمان سلامة أطفالهم دائما باستخدام المعدات المناسبة والحد من تعرضهم للظروف الخطرة المحتملة. يجب دائما إتباع توصيات السلامة الصادرة عن المنظمات الصحية أو خبراء سلامة الأطفال. L'exposition répétée à des volumes sonores élevés peut endommager de manière irréversible les cellules sensorielles de l'oreille interne, entraînant une perte d'audition. Une utilisation excessive peut entraîner une sensation de fatigue, des sifflements ou des douleurs. Les sons soudains et forts émis par les écouteurs peuvent provoquer des dommages immédiats. Le port prolongé d'écouteurs, surtout intra-auriculaires, peut entraîner des irritations, démangeaisons ou infections dans le conduit auditif en raison des modifications de la flore cutanée. Les nuisances sonores peuvent affecter l'humeur, le sommeil et la concentration. L'exposition au son peut entraîner également des difficultés de concentration et de compréhension de la parole chez les plus jeunes. Le port d'écouteurs au volant est interdit et sanctionné par une amende et un retrait de points sur les permis de conduire. Ne pas dépasser 60% du volume maximal et ne pas écouter à un niveau très élevé pendant les longues périodes. Et cette règle est souvent de faire des pauses permettant aux oreilles de se reposer régulièrement, par exemple une pause de 15 minutes après 60 minutes d'écoute. Être particulièrement attentif à l'utilisation des écouteurs par les enfants et les sensibiliser aux risques. Ces assises de 3 jours, selon les organisateurs, constituent un cadre de concertation pour assurer le suivi et l'évaluation périodique des performances. Elle offre une opportunité importante d'examiner objectivement le chemin parcouru depuis le début de l'année, d'identifier les réussites, de relever les difficultés rencontrées et d'envisager ensemble des actions correctives pour l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2025. Introduisant les travaux de ces assises, le délégué provincial de la santé de la Tandjili, Dr Adjibera Jean-Baptiste, a profité de l'occasion pour dresser un bilan tout en mettant un accent particulier sur les défis. Grâce à vos efforts, nous avons pu enregistrer, n'est-ce pas, des avancées dans différents domaines prioritaires. La complétude, n'est-ce pas, des données, la couverture en vaccination de routine, les AVS et également les actions sur la santé de la mère et de l'enfant et l'amélioration des indicateurs de couverture. Cependant, il est de notre devoir de reconnaître que plusieurs défis majeurs restent encore. L'accessibilité difficile des zones de responsabilité en ces moments de saison de pluie, la rupture des intrants essentiels et également les problèmes récurrents, n'est-ce pas, de mouvement des personnels. En lançant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province de la Tandjili, El Hadji Abdoulaye Blama, a laissé entendre que la réunion du comité directeur à mi-parcours représente une étape cruciale dans l'évaluation de votre plan d'action opérationnel 2025, dans la consolidation de vos acquis, mais aussi et surtout dans l'identification lucide des défis encore à relever.
Signalons enfin que cette réunion verra la présence des inspecteurs du ministère de la Santé publique venus de N'Djamena pour cette occasion. إن جدول هذه البطولة معروف مسبقا، حيث يواجه المنتخب الوطني الساو منتخبات غانا ومدغشقر في سبتمبر ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى في أكتوبر. ورغم أن التأهل يبدو بعيد المنال، إلا أن هذه المباريات تبقى مهمة لمحاولة حصد بعض النقاط وتجنب الأدوار التمهيدية لكأس الأمم الأفريقية والحفاظ على صدارة الدور المجموعات. والأهم من ذلك بدء عملية إعادة بناء الفريق استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2027. هذا وللأسف لا يمكن لعب أي مباريات في تشاد إذ لم يعتمد ملعب المشير إدريس ديبي إتنو الأولمبي في منجفة رغم اكتماله وافتتاحه الباهر حتى الآن في انتظار زيارة رسمية أخيرة. أما ملعب إدريس محمد أويا فلا يزال قيد الإنشاء، ومن المرجح ألا يكون جاهزا قبل عدة أسابيع. إذا لم يتغير الوضع سريعا سيخوض منتخب ساو مجددا مبارياته في سبتمبر وربما أكتوبر خارج البلاد محروما من جماهيره وميزة اللعب على أرضه. يضاف إلى ذلك صعوبة كبيرة أخرى توقف الدوريات المحلية، ومن غير المتوقع عودة البطولة الوطنية الكاملة حتى نوفمبر بعد فترتي التوقف الدوليتين المقبلتين. هذا الفراغ يضع المدرب المستقبلي في مأزق، فمعظم اللاعبين يلعبون في دوري أنجمينا وبدون منافسة يصعب تقييم أدائهم، لا إيقاع ولا معايير أداء ولا ديناميكية جماعية. إنه عائق كبير أمام فريق يسعى للاستقرار، ومع ذلك لم يعين أي مدرب رسميا بعد. الوقت يمر وقبل أسابيع فقط من اجتماع المنتخب الوطني لا يزال المنصب شاغرا حتى لو كان التعيين وشيكا، فسيكون أمام المدرب الجديد أقل من 45 يوما لاختيار اللاعبين المتاحين وتشكيل الفريق وتنظيم التدريبات واقتراح خطة اللعب. لا يقتصر تأخر المنتخب الوطني الساو على الجانب الرياضي فحسب، بل إن بنية كرة القدم التشادية بأكملها تظهر عيوبها. البنية التحتية والتخطيط والحوكمة كل شيء يبدو متجمدا. لن تكون المباريات الأربعة القادمة مجرد إجراء شكلي، بل هي مباريات تجريبية لرفع مستوى الوعي وإعادة البناء وإظهار أن تشاد لا تزال تؤمن بمستقبل أكثر تنظيما. لكن يجب اتخاذ القرارات، والأهم من ذلك يجب اتخاذ الإجراءات الآن، لأن الوقت الضائع لا يعوض على أرض الملعب، ولم يعد بإمكان المنتخب الوطني الساو الانتظار. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour après les informations. Et là, nous disons grand merci à l'équipe de la rédaction qui vient de nous mettre au parfum des actualités d'ici et d'ailleurs. Nous sommes de retour sur ce plateau de e-matin de ce jeudi 31, j'arrive, juin 2025. Tu n'es pas simple, Roms. Tu vas nous expliquer. C'est Dieu-là qui m'explique. Tu vas nous expliquer pourquoi tu tiens vraiment au mois de mars. Ouais, tu vois, mars, c'est notre mois ici au Tchad. Hein. C'est un mois qui nous marque beaucoup plus. La chaleur est là, la galère est là, donc ça reste dans la tête. Ok, en tout cas, c'était des bons éléments. Moi, il y a un papier qui a particulièrement retenu mon attention. Le papier, c'est en arabe. Mais vu les images, tout de suite, le franco. Et le chauffeur est en même temps attaché à notre bébé, disons un enfant de quelques mois au dos. Vous voyez le risque que l'enfant parcourt. C'est-à-dire, déjà, nous sommes un pays où les poussières sont toujours à la merci de Dieu comme ça. Il y a aussi les risques de circulation. Il peut survenir comme ça des accidents que l'enfant peut perdre la vie. Et donc, c'est l'aspect de l'enfant, c'est ce qui attire beaucoup plus mon attention. Voilà, et pendant le journal, nous avons la chance d'avoir le conseiller avec nous ce matin. On a bousculé son programme. Et puis voilà, nous l'avons sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue, monsieur le doyen. Bonjour, madame, et bonjour, monsieur. Mon plaisir est le plaisir d'être avec vous dans un plaisir partagé. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler héritage politique. Alors, évidemment,
Nous allons parler de l'héritage politique et essayer de faire des analyses, des approches sur le produit qui nous sera proposé tout à l'heure, je crois. D'accord, alors nous sommes de l'autre côté de la régie avec Dina Love et son assistant Nabi Malachi. Je suis un homme politique. J'ai commencé ma carrière politique étant militant en 1996, juste à l'entrée de la démocratie dans ce pays. Parcours professionnel, donc je voulais un peu entrer dans l'actif des choses, aider mon pays. C'est pourquoi j'ai embrassé la politique en 2008. Où on a décidé ensemble avec les collègues de créer un parti politique, la Convention nationale populaire, où je fus successivement secrétaire général, adjoint, puis secrétaire général, et puis vice-président, le dernier poste que j'ai occupé. La politique, s'il faut s'en tenir à la définition de ses pères fondateurs, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire faire en sorte que dans la zone où vous vivez, la population puisse vivre normalement à l'aise, qu'elle ait à sa disposition les besoins de base essentiels. Donc gérer la cité dans le sens positif, c'est un peu ça la politique. La jeunesse tchadienne, elle est complètement désorientée, si vous voulez la vérité, parce qu'il n'y a pas une référentiel. C'est-à-dire quand on copie une personne, il va falloir que cette personne soit quand même un exemple, une référence. Et c'est que nous remarquons sur le terrain. Nous sommes une génération montante de la politique. Mais nous, on a constaté que les personnes sur qui nous copions entre-temps se sont laissés entraîner dans la chose, dans le matériel. Nous, notre génération actuelle, personnellement, je constate aussi qu'il n'y a pas aussi beaucoup de sérieux. Donc, de ce point de vue, il y a quand même fort à déplorer que la jeunesse ne puisse pas trouver un référentiel et puis puisse copier, en fait, c'est les aînés que nous sommes. Vous voyez, les aînés que nous sommes, et ça va être une sorte d'engrenage. Mais l'espoir n'est pas perdu. Je pense que ces derniers temps, on assiste à quand même un changement de paradigme. Les gens veulent se montrer, en fait, veulent faire autrement la politique. Nous avons constaté que sur le terrain, il y a quand même des bribes de personnes, des jeunes de la génération montante, qui veulent en fait faire autrement la politique et qui veulent se laisser qui veulent dépasser un peu la politique matérielle. Franchement, il ne faut surtout pas laisser, c'est-à-dire se décourager par ces constats ambiants et dire que je ne fais pas la politique. Ça, c'est très mauvais pour eux. C'est-à-dire la politique, comme certains le disent, si tu ne fais pas la politique te fera. En ce sens que les décisions se prennent en ton insu et ça s'appliqueront sur toi. Je conseille beaucoup plus aux jeunes d'embrasser la politique. La politique, contrairement à ce qu'ils pensent, la politique, elle n'est pas mauvaise. La politique, je ne dirais pas que c'est un métier, mais c'est une conviction noble. Quelqu'un qui s'engage pour changer la situation, changer les conditions de vie de son pays, de sa population, c'est une personne à saluer. Et donc, la politique, il ne faut pas voir la politique
sous l'angle de la politique à la tchadienne. Il faut voir la politique, la concevoir d'une manière positive, d'une manière standard et s'engager à l'intérieur. Et puis après beaucoup de combats, vous parvenez quand même à changer un peu. Mais il faut qu'ils apprennent dès maintenant à faire la politique, la bonne politique. Mon mot de fin s'oriente à deux niveaux. D'abord vis-à-vis de nos gouvernants. Vous avez vis-à-vis de nos gouvernants, parce que nos gouvernants, les autorités que nous sommes, il faut qu'on arrive à prendre conscience de l'enjeu de l'heure d'une manière générale. Parce que quand vous voyez un peu en ce moment le monde, vous avez l'impression que c'est une bataille en interne qui se passe. Et donc les faibles seront écartés, hein? Les faibles seront écrasés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos gouvernants pensent à asseoir une nation. L'unité nationale n'existe pratiquement pas. Les gens sont repliés chez eux. Le repli identitaire fait surface et remplace l'unité nationale. Du moment où il n'y a pas une unité nationale, il n'y a pas une cohésion de vie, du moment où il y a l'injustice, elle est ambiante, la nation risque de disparaître. Hein? Il faut parler. Et la parole a quand même une force. La parole, elle est très puissante. Il faut parler. On ne demande pas aux jeunes de se rebeller, on ne demande pas de se soulever. On demande aux jeunes de se prononcer par rapport à la chose publique. Monsieur Mahamat Oumar, homme politique, conseiller à l'Assemblée. Monsieur le doyen. Écoutez, vous voyez, hein, vous constatez comme moi, c'est un jeune. Hein? Oui. C'est un jeune et les paroles qu'il a adressées, il a adressé beaucoup plus à la jeunesse. Vous savez, on ne se réveille pas comme ça un matin faire la politique. Non. La politique peut être fait à partir des constats, puisque c'est la gestion de la cité. Est-ce que la cité est bien gérée? Est-ce que la cité n'est pas bien gérée? Ça vous amène, n'est-ce pas, lorsque vous n'avez pas d'objet, vous ne pourrez pas faire la politique. Vous allez faire la politique flottante, et la politique flottante ne satisfait pas. Vous aurez plus, n'est-ce pas, de grains à moudre que de résoudre le problème. La politique, en fait, comme il a défini, c'est, je crois que c'est une plateforme qui permet de mobiliser les gens vers, n'est-ce pas, un objectif, vers, n'est-ce pas, une vision, de transformer les mentalités, de transformer la donne. La société veut être transformée. La société ne peut pas être, n'est-ce pas, dans ton état primitif. Donc, mais il faut des hommes. Il faut des hommes qui se donnent à la politique. Et comme il a dit, la vraie politique, hein, c'est pas la politique politicienne que nous constatons ici en Afrique. Moi, je crois que la politique, c'est de l'art. Et lorsque vous n'avez pas les outils pour pratiquer cet art, mais vous allez battre de l'air et ça va beaucoup plus vous créer des problèmes sur la chaise que vous êtes assise. Même la chaise sur laquelle vous êtes assise va, n'est-ce pas, vous projeter, va devenir une bombe. Donc, oui, moi, voilà. j'ai aimé la partie où il a dit si on ne fait pas la politique va nous faire. Parce qu'il y aura des hommes qui vont s'asseoir, qui vont décider des choses que toi, tu es obligé de mettre en pratique. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Oui, mais en effet, si nous devrions dire que, bon, on doit bitumer une route de Koumra à Moïsala, par exemple. Voyez-vous? Et si vous n'êtes pas partie prenante, la décision est prise. Ouais. Mais la décision, si vous n'êtes pas partie prenante, parce qu'un projet, il va falloir que les bénéficiaires de ce projet soient impliqués à la chose. Ou alors, vous n'êtes pas dans le débat, et ce que vous ne voulez pas qui va vous être imposé. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. Voyez-vous? Ouais. Donc, au lieu de se laisser manger par le caïman, qui peut être la politique,
Mais il va falloir que vous vous mettez dans la barque, vous ramez, afin que tous ceux qui sont dans la politique puissent, n'est-ce pas, arriver à l'autre rive. Voyez-vous? Oui, monsieur le conseiller, quelle est la vie, comment est-ce que vous pouvez nous présenter la vie politique de monsieur Oumar? Monsieur Oumar, vous savez, à la base, c'est un financier. Ouais. C'est un financier, il a fait les finances. Et comme je le disais, il a été d'abord embarqué dans un politique de Lol Mamadou Choua, feu Lol Mamadou Choua, RDP. Mais chemin faisant, mais il a été tiqué dans la manière avec laquelle les choses se conduisaient, se géraient. Donc, c'est comme ça qu'il a quitté la barque pour se mettre, n'est-ce pas, dans une autre organisation qui épouse les visions que lui, il a, ou alors qui épouse les visions socialisées, pour, n'est-ce pas, se mettre au service de la population ou alors au service, n'est-ce pas, de la société. Lorsque vous faites de la politique qui ne prend pas en compte les attentes, n'est-ce pas, de la société, les attentes, n'est-ce pas, de ceux pour qui, n'est-ce pas, vous venez faire la politique, alors moi je crois que vous allez aller de déception en déception. Nous savons, je vous dis, je vous fais une anecdote. Quelqu'un était en train de prier, lorsqu'il a fait à l'Akobar, 16 cartes, n'est-ce pas, de partis sont tombées de sa poche. 16, une seule personne qui a 16. Donc, moi, vous voyez, la politique, c'est pas voltiger. Non. Lorsque vous voltigez, ça signifie que vous n'avez pas une base et vous ne faites pas la politique. C'est-à-dire, vous naviguez à vue. Et la politique, c'est pas naviguer à vue. La politique, c'est le réel qui se base, n'est-ce pas, sur des faits. Qu'est-ce que nous, jeunes, pourrions retenir du passage de M. Oumar? Mais Oumar vous a lancé un appel, vous les jeunes. Il vous invite à vous engager à la politique. Parce que, on le dit bêtement, c'est que la jeunesse est le fer de lance. Et si ce fer n'est pas utilisé, la rouille va manger ce fer et le fer, n'est-ce pas, n'aura pas servi à son existence. Donc, mon collègue, monsieur Mamadou Oumar, ici, vous appelle à vous intégrer, à vous engager à la politique. Donc vous êtes encore jeune, monsieur le conseiller. Je suis, oui, on dit que les jeunes de 7 à 77 Donc vous êtes aussi impliqué. Tout à fait. Donc, les jeunes, réveillez-vous. Parce que voyez-vous, la société a besoin du sang neuf. Le sang neuf, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse ne se lève pas et ne prend pas conscience, j'ai bien peur qu'on ne parle pas de la jeunesse, on n'implique pas la jeunesse. Moi, je pense plutôt que les jeunes s'engagent quand même, mais sauf que c'est peut-être les dévanciers qui ne laissent pas vraiment la porte aux jeunes, hein, il faut le dire également. Ok, Roms, c'est ton avis, et quand on essaye de constater, on va se dire que c'est aussi vrai, parce que quelque part, il y a même une autorité qui a dit, mais si la jeunesse elle-même ne veut pas se battre pour récupérer sa place, qui ils sont pour nous céder comme ça la place? Il faut qu'on se batte pour récupérer cette place. Alors, monsieur le conseiller, nous allons juste vous dire merci de nous faire découvrir encore un homme politique aujourd'hui. Monsieur Mamadou Oumar, merci beaucoup et nous allons vous raccompagner avec ce que les Tchadiens aiment et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme dirait quelqu'un. Le pays est en train d'être stable, je crois, par rapport à surtout l'électricité. C'est ça qui me plaît aussi. J'aime le Tchad d'une manière générale. C'est la solidarité d'abord en premier lieu. Les Tchadiens sont tous solidaires entre eux et encore de plus, tout cela, en moins de choses, on se reconnaît par nos habillements, par nos habitudes. Donc ça nous rend trop liés, quoi. Ce que j'aime vraiment au Tchad, c'est le respect mutuel entre les gens. C'est ce que j'aime vraiment au Tchad. Ce qui me plaît au Tchad, je peux dire, la vie de la société, l'une des facettes de la vie de la société,
puisqu'il y a toujours, chez nous, la société, c'est comme une épée à double tranchant. Hein. Donc, il y a la facette sociale, donc la facette de la famille. Comment les gens s'entraident qui me plaît. J'aime d'abord ma jeunesse et j'aime les études, en plus tout ce qui fait avancer mon pays dans mon pays. J'aime parce que je suis fier de mon pays aussi. Il faut le dire aussi malgré les côtés négatifs. On a pu soutenir beaucoup de pays aussi, sur le plan militaire par exemple. Comme le sport, la musique. Bon, j'aime mon pays en ce sens qu'on a des intellectuels qui se battent pour lutter contre les maux de la société. Et puis bon, le Tchad est riche en intellectuels. L'environnement, la manière de vivre des Tchadiens, ils sont accueillants et tout. Ce que j'aime la vie scolaire. Venir à l'école, c'est une des choses qui me plaît le plus. Ce que j'aime au Tchad, c'est en fait, j'aime tout au Tchad. Le Tchad est mon pays et je l'aime comme il se le doit. Qui me plaît au Tchad, ce sont les usages, c'est-à-dire les coutumes tchadiennes, les traditions tchadiennes, tout ça, ça me plaît. Le comportement aussi, en plus la solidarité qui est en nous, qui est entre nous les Tchadiens, ça aussi j'aime tellement. Moi personnellement, en tant qu'un jeune, je m'intéresse beaucoup plus aux activités en ce qui concerne la jeunesse. J'aime par exemple les activités d'ordre culturel qui contribuent, n'est-ce pas, au changement, à l'émancipation, au développement de la jeunesse, à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ce sont à peu près là les activités. Ce qui me plaît en Tchad particulièrement, le Tchad c'est un beau pays et j'aime trop mon pays. Une fois aller ailleurs, dans les autres pays, je ne me sens pas à l'aise. Si je suis dans mon pays, je suis toute contente, je vois, comment je peux dire ça, une fois que je suis dans mon pays, je suis à l'aise et tout. Une fois être dans les pays des autres, je ne suis pas du tout tranquille. Donc j'aimerais toujours être tchadienne et je suis fière d'être tchadienne. Bon, j'aime mon pays parce que je suis un bon tchadien. C'est-à-dire j'aime l'État, j'aime mon pays. Qui suis-je pour ne pas aimer le Tchad, ces beaux pays-là qui a des potentialités, qui a tout. Voilà. Et là, avec cette capsule, cela nous a permis de recevoir au plateau le paysan qui est avec nous, n'est-ce pas, Larissa? Oui, monsieur le digne paysan qui nous a abandonnés pour les travaux champêtres. Bonjour et bienvenue, monsieur Miandé. Bonjour. Bonne arrivée aussi. Merci, Choukran. Bonjour. Monsieur Roms. Merci, bonjour téléspectateurs. Ouais. Bien heureux de me retrouver avec vous. Nos excuses les plus sincères parce que vous savez que c'est la saison. Ah ouais. Donc nous allons toujours de temps à autre vous faire ces compagnies parce que la priorité pour nous c'est d'abord la terre, notre richesse. Oui, ça c'est très important parce qu'après la pluie, on doit aussi se nourrir. Nous disons big up comme ça à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook d'Electron Télévision. Nous pensons à Abaruna, Lindjek Rose, Armela et Hamza, voilà, Hamza, donc c'est venu, il a écrit en arabe, mais c'est venu en une traduction automatique, alors... Ils sont aussi là, oui, le Tchad est bilingue, il faut le dire, absolument. Mais il faut apprendre à parler l'arabe, c'est une très belle langue, c'est notre langue. Non, le parler, il n'y a pas de souci, mais c'est lire, c'est ça qui est compliqué. Mais tu dois apprendre à lire. Mouchal Kalem. Ah ouais, voilà que le paysan commence déjà, il s'exprime déjà en arabe et c'est déjà bien. Voilà, donc avec vous aujourd'hui, monsieur Miandé, nous allons parler des filières agro-pastorales porteuses. Ouais. Oui, nous avons, merci déjà d'avoir rappelé le thème, nous avons effectivement parlé des chaînes de valeur. Et chaînes de valeur, nous avons dit que c'est indexé sur les filières. Ouais. Et le Tchad, c'est carrément un volcan de richesse en termes de ressources et d'opportunités, en termes de développement rural. Maintenant, si nous prenons pratiquement de manière un peu globale ce qu'on appelle les filières sont un levier d'essor économique
socio-économique pour le Tchad, mais c'est également aussi une alternative la mieux indiquée en termes de sécurité alimentaire. Donc, comprenez déjà d'emblée que si nous devons partir, par exemple, pour l'une des deux premières richesses que sont actuelles l'élevage, nous ferons peut-être plus plaisir en parlant de l'élevage. Ouais. L'élevage, en termes de filière, nous avons par exemple la filière bétail-viande. Bétail-viande, oui. Bétail parce qu'on peut l'exporter sur pied. Ouais. La viande aussi, c'est déjà un produit qui est transformé, issu de l'élevage qu'on peut avoir. Il y a la filière peau, il y a la filière cuir. Vous avez de manière ramassée, de manière synthétisée, vous avez déjà un peu de manière succincte ces éléments qui vous permettent de comprendre que l'élevage, c'est déjà un grenier, pour ne pas dire que c'est un porte-monnaie, un coffre. Un coffre fort très 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 important. Et il est malheureusement à déplorer que nous avons des problèmes en termes de transformation. Oui. Donc les sous-produits, les sous-produits, que sont les peaux, les cuirs, ont de la peine à se hisser quelque part. Donc en termes de valorisation, on a des problèmes. Cela n'est pas encore vraiment lancé comme il le faut. Et pourtant, nous exportons en termes de matières premières. Mais qu'est-ce qui empêche cette transformation? C'est les manques de moyens ou quel est le problème? C'est l'appropriation du secteur en termes de filières et surtout le développement des chaînes de valeur. Okay. Donc, si on comprend qu'une telle filière est une opportunité assez importante et qu'on installe un peu une chaîne de valeur, vous savez de quoi nous parlons, à tous les segments des chaînes de valeur pourront facilement arriver à valoriser ces sous-produits ou bien à trouver des dérivés pour ces produits-là, ces sous-produits qui seront très importants en termes de sources de revenus et donc un autre volet en termes de moyens d'existence pour les populations. Maintenant, sans nous attarder sur les 4 éléments en termes de filière pour le secteur élevage, nous pouvons passer par exemple au secteur agricole. Nous reviendrons dessus, soyez rassurés, nous reviendrons dessus pour chaque filière pour mieux expliquer un peu les enjeux et les défis. Mais rappelons au passage que nous parlons aujourd'hui de la présentation des filières agro-pastorales porteuses. Il y a aussi la pêche que nous reproche de négliger, mais nous reviendrons dessus. Parce que la pêche également, c'est un autre élément très important dans le secteur productif rural. Donc nous avons, pour le secteur agricole, nous avons par exemple les oléagineux. Les oléagineux, c'est une filière. En fait, nous parlerons dans un terme un peu plus vulgaire pour tout le monde. Parlons des arachides, parlons du karité, parlons du sésame. C'est la famille des oléagineux. C'est la famille des oléagineux. Et il est secret pour personne que l'arachide ou bien l'or blanc-jaune, ou bien noir même, le sésame. Aujourd'hui, c'est primé. Donc, tout le monde est en train de faire une course à la rue pour pouvoir se positionner de ce côté. Donc, vous comprenez ce que ça signifie en termes de produits et de sous-produits, en termes de dérivés que ça peut générer. Mais ne regardons pas seulement en termes de produits, mais en termes de revenus et d'impact économique de ces différentes filières-là. La filière sésame, elle en vaut pour l'instant, nonobstant le fait que l'arachide n'est pas à négliger. C'est fortement demandé, aussi bien sur le marché national que sur le marché régional et à l'international plus loin. Nous avons aussi les produits forestiers non liés. Nous avons pratiquement, par exemple, la gomme arabique. La gomme arabique. Nous serons fiers de dire que le Tchad est pratiquement le 2e exportateur mondial. Vous comprenez ce que ça signifie. Et avec la crise sécuritaire que nous déplorons, que subit notre pays, notre voisin, le Soudan, est-ce que le Tchad, s'il y a des études poussées qui sont faites, le Tchad pourrait même se hisser durant ces quelques années-là. Maintenant, il faudrait seulement que les données soient disponibilisées, qu'on fasse des analyses pour comprendre est-ce que le Tchad est arrivé à maintenir sa position ou bien est passé à la première place. Parce que c'est une ressource qui est très demandée en termes de matières premières. Ça entre dans beaucoup de secteurs tels que la verrerie. Donc, ça permet à ce qu'aujourd'hui, le Tchad puisse en faire vraiment une source de revenus assez importante. Mais n'oublions pas aussi la spiruline, l'algue bleue. Le dié est dans le lac et nous devons nous réconforter, être fiers de ce que l'algue bleue aujourd'hui est demandée avec des valeurs nutritionnelles assez immenses et c'est une filière qu'il ne faut pas négliger. Nous disions que rien ne se perd et rien ne se crée. Nous avons emprunté cette maxime de la chimie pour dire simplement que aujourd'hui on doit valoriser ces filières-là. Allons un peu plus loin. On a une filière qui n'a pas négligé, qui est presque liée à l'histoire du Tchad, le coton.
qui est au début de l'ère coloniale dans les années 1900. Déjà, on a compris que le colonisateur a introduit le coton de manière forcée. Beaucoup de populations l'ont adopté. Aujourd'hui, il y a certains qui s'agrippent encore à ça. Mais est-ce que la filière coton fonctionne en termes de sources de revenus d'une filière bien structurée de ce côté? Là encore, je pense que c'est comme c'est géré par l'État à ce niveau, il y a des efforts à faire de ce côté. Et nous n'allons pas oublier, les filières, par exemple, de l'horticulture, les filières horticoles. Horticole, ce sera plus compliqué. Généralement, on appelle jardin. Dinene, en arabe. En arabe de chez moi, on appelle dinene. Donc, dinene, il y a l'horticulture ornementale, il y a l'horticulture vivrière. Et donc, ce que vous appelez généralement jardin, ou bien encore dans un terme un peu plus technique, le maraîchage, ça fait partie de l'horticulture. Donc, le gombo, l'ail, le piment, ces éléments entrent en ligne de compte dans le cadre de l'horticulture. Vous pensez que c'est négligeable? Non. Elles sont demandées. Ces filières-là, les produits de ces filières-là sont demandés aussi bien sur le marché national que sur le marché extérieur. Vous voyez déjà que nous avons quelques opportunités qu'on a citées de ce côté. Mais parlons même des filières de culture céréalière. Là, vous savez que notre base de consommation, notre base alimentaire, ce sont les céréales. Vous avez le riz, prenons ça en premier lieu, prenons le sorgho, prenons le maïs, ce sont des filières. Le maïs ne sert pas seulement que dans l'alimentation. Le maïs est utilisé également pour la production de l'huile. Oui, il y a une exploitation industrielle. Et donc, il y a des pays aujourd'hui, en termes d'alternatives à l'épuisement des hydrocarbures, qui essaient déjà d'expérimenter le maïs. Et le maïs est l'une des premières céréales les plus demandées. Céréales, le maïs, le blé, vous avez déjà ça. Et nous sommes un pays qui dispose de potentialités pour pouvoir valoriser, cultiver, produire en quantité. Donc, vous voyez déjà que quand on parle des filières, on a toute la richesse, on a tout le diamant. Et le potentiel au Tchad, c'est que nous avons assez de potentialités. On a une richesse en termes de densité de terres arables et irrigables qui est assez important. Nous parlons de 39 millions d'hectares de terres arables. Nous parlons de presque 6 millions de terres irrigables, dont à peine 330 000 à 400 000 sont mises en valeur. Donc vous comprenez déjà qu'il y a encore des efforts à faire. Maintenant, la main-d'œuvre, nous l'avons. Nous l'avons suffisamment. Maintenant, il faut seulement chercher à faire le renforcement des capacités de ce côté pour permettre. Donc nous revenons sur la partie en termes de perspective de goulot d'étranglement pour voir quels sont les défis auxquels nous devons adresser des réponses adéquates pour permettre à ce que les filières au Tchad puissent prendre leur envol. Qui me permettra de me positionner et de m'imposer sur l'échiquier économique quelque part. Parce que tout producteur, que ce soit un éleveur, que ce soit un producteur agricole, ils sont des acteurs économiques. Ils sont d'importants opérateurs économiques qu'on néglige. Donc il faudrait maintenant que chacun aille à la conquête de ce savoir. Et le savoir, c'est à notre porte. C'est pas absolument qu'on doit aller s'asseoir sur les bancs comme nous avions fait en notre temps. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, chacun peut être sur son lit et avoir accès à ses connaissances. Maintenant, s'il y a des manquements, des gaps à compléter, il y a l'expertise locale qui est là, qui est disposée pour accompagner. Donc, c'est nous n'avons pas un serment, mais c'est une fierté qui peut se transformer en un serment pour permettre à ce qu'aujourd'hui, nous accompagnons ceux qui sont dans le besoin d'acquérir des connaissances et de s'y mettre. Le problème, c'est la décision. Quand on se décide, on arrive. Quel que soit ce qu'on a comme entrave, comme goulet d'étranglement, si on a une vision, la décision pour cette vision nous amène à aller jusqu'au sommet et on réussit toujours. Mais est-ce que la volonté politique y est aussi à ce niveau? La volonté politique, là c'est un autre point de la problématique. Puisqu'on est dans un système décentralisé, aujourd'hui, les provinces sont appelées à prendre en charge. Décentralisé. Bon, c'est nouveau. Nous, on sait que c'est un système unitaire, ou c'est un système décentralisé, ou c'est un système fédéral. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Donc bon, excusez-nous, nous voudrions bien éviter ça. Mais maintenant, il n'y a que 3 systèmes de gouvernance. C'est la fédération, c'est l'État centralisé, c'est l'État fédéral. Donc, il n'y a que les 3 systèmes d'organisation politique dans un pays. Bon, dans les républiques en fait. Nous ne parlons pas de monarchie, nous parlons des républiques. Donc maintenant, dans ce sens, nous pouvons pratiquement, au niveau des provinces, puisqu'il y a déjà au moins la délégation, le transfert des compétences de l'État central aux provinces, les conseils provinciaux peuvent aujourd'hui
porter le développement, et c'est même leur mandat premier, de porter le développement de ces provinces-là. Alors maintenant, c'est de voir quelles sont les potentialités en termes de moyens d'existence, quelles sont les filières porteuses. Chaque province connaît ce qu'il a comme moyens d'existence. Et nous avons déjà parlé des 5 actifs, des 5 capitaux. Donc il est possible que dans chaque province, des études poussées soient faites et disons, ok, nous on va chercher des partenaires, on va développer ces aspects. Prenons par exemple une seule province au Tchad qui résume le Tchad entier, le lac. Vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez la pêche. Et les trois sont les 3 piliers du secteur rural que nous avons. En dehors des autres activités telles que l'artisanat et autres qui sont des activités secondaires. Mais aujourd'hui, nous avons prioritairement le lac qui résume le Tchad entier. Et nous avons toujours eu à nous targuer de dire avec beaucoup de fierté et de certitude que le lac Tchad, seul, la province peut nourrir tout le Tchad. D'accord. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, la spiruline, on le trouve dans le lac. Le bokouri, qui n'est qu'une espèce endémique que dans la province du lac. On ne la trouve nulle part ailleurs. C'est une richesse à valoriser. Il y a le lait, il y a la peau, il y a le cuir. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir pousser les opérateurs économiques, les acteurs économiques à pouvoir s'orienter vers le secteur agro-pastoral et pêche. Parce qu'il y a c'est une mine d'or. Donc chaque gramme vaut du diamant. Chaque gramme vaut du diamant. Mais qu'on ignore. Il faut investir dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et là-bas, on ne regrette pas. Maintenant, il faut juste simplement faire un calcul, l'adaptation au changement climatique. C'est simplement ça. Ça, c'est le plus grand défi qu'il y a là. Okay, le deuxième défi, c'est l'insécurité civile. Ça peut se gérer éventuellement. Merci beaucoup, M. Miandé, pour cette intervention. On a senti que vous êtes de retour. C'est vraiment intéressant. Roms, si tu permets, nous allons libérer le paysan pour qu'il puisse aller au champ. Bien que c'est intéressant, mais... Voilà, et il va nous revenir demain, si le temps le permet. Non, nous serions avec vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous raccompagner avec une parole aux citoyens. Merci. Ceux qui veulent chercher à ce qu'il faudrait prendre des mesures de protection. La lutte contre les inondations. Ces dernières années, il y avait, surtout l'année dernière, le Tchad a inscrit la plus forte priorité dans la sous-région. Et sur les 23 régions, 23 provinces, il y a 19 qui sont affectées, surtout la ville de N'Djamena. Les propositions, la première des choses, surtout dans la ville de N'Djamena, il faudrait que les citoyens comprennent l'obstruction des caniveaux, c'est un phénomène. Si vraiment les canaux sont ouverts, une fois il y a une forte pluie, durant 2 heures, 3 heures de temps, l'eau va partir dans les bassins et les bassins vont le pomper et ça va aller vers la station de la Magie et qui a 4 groupes. Là-bas, ils vont pomper l'eau pour vraiment dégager et ça va vers les barres de Ligna. Surtout au 8e arrondissement, nous sommes toujours inondés. Chaque année, notre arrondissement, le 8e arrondissement est inondé. Pourquoi cette inondation? Il y a beaucoup de pluies, on le sait, mais le problème des bassins de rétention. Le ministère de l'Urbanisme a construit des bassins de rétention, mais ces bassins de rétention sont plats. Nous demandons une autorisation de creuser ces bassins-là pour les creuser en profondeur, pour qu'elles contiennent l'eau de la pluie, pour qu'elles ne déversent pas sur la population. Et nous demandons aussi de faire des digues de protection pour que ces bassins-là soient... pour que l'eau-là soit calée, ça ne déverse pas sur la population. Il faut mettre en place des services d'urgence pour les zones qui inondent. Mettre des services de pompage en temps réel lorsque la pluie tombe. Après 20 minutes, les eaux qui inondent devront être pompées vers les bassins versants pour éviter les inondations. Mettre en place des comités de gestion des logements mobiles et les écoles aussi peuvent aider les futurs sinistrés. Mettre en place des comités de vigilance pour éviter la perte en vie humaine. Il faut que chaque voisin comprenne son voisin. C'est-à-dire, si un voisin a déjà bloqué la route pour que l'eau ne coule pas pendant la saison pluvieuse, il faut qu'il accepte quand même aussi de creuser, laisser quand même aussi que l'eau coule pour éviter quand même aussi l'inondation de son voisin.
Ce sont là les cris de cœur des citoyens tchadiens, surtout en cette période de pluie où on parle toujours des inondations, on parle toujours de l'eau qui prend les coups des citoyens. Alors, Larissa, ceci nous permettra également d'accueillir sur ce plateau le coach en leadership que nous allons le prendre juste après le jingle. Bonjour coach. Bonjour Rams. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, Dieu merci. J'allais te confondre à Larissa. Mais comment? Alors, simplement parce que le chapeau ou la verquisse n'est pas en place. Non, mais Larissa a des cheveux quand même qui... Hein? Bon, généralement, c'est Larissa aussi qui est souvent là. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà, je comprends pourquoi Bonjour et bienvenue, coach. Merci, bonjour aussi à nos téléspectateurs, bonjour à nos leaders qui nous suivent. Ouais. Aujourd'hui, je voudrais donc aborder avec nous une thématique d'actualité. Okay. C'est donc la question de l'ajustement et de la résilience en leadership. L'ajustement et la résilience en leadership. Nous sommes dans un environnement où tout est volatile. Je suivais tout à l'heure, M. Clément disait ici que les gens voltigent de parti en parti. Rien n'est acquis pour définitif. Et la situation ou l'environnement stable dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui n'est pas forcément celui dans lequel vous allez vous trouver quelques heures après ou le lendemain. Et donc, il y a deux éléments importants que nous devons avoir dans notre arc, l'ajustement et la résilience. L'ajustement et la résilience vous permettent de pouvoir apporter des mesures correctives. C'est comme vous êtes dans la navigation. Et vous devez être aux aguets pour ne pas que, je dirais, les nuages vous surprennent. Ou alors, encore une fois de plus, peut-être les orages ne vous surprennent. Pourquoi l'ajustement? L'ajustement vous permet de pouvoir donc anticiper sur les défis qui peuvent se transformer en des contraintes. L'ajustement permet d'anticiper sur les défis qui peuvent être des facteurs bloquants. L'ajustement permet d'anticiper sur ce qui peut faire plomber votre décision et votre vision. Et donc, avant que vous n'arriviez déjà au temps T, vous commencez à avoir ce que j'appelle un peu le flair. On a développé dans les organes de sens par rapport au nez ou à l'odorat. Et donc, avec le flair, vous commencez à saisir les paramètres de votre environnement et vous vous prédisposez à pouvoir prendre les décisions. L'autre élément de l'ajustement ou bien de l'arc, c'est la résilience. La résilience vous permet de faire face aux réalités du moment, sans pour autant perdre l'objectif, sans pour autant vous laisser plomber, mais en même temps, sans pour autant vous agripper à la démarche que vous avez mise en place. J'ai pensé qu'on va passer par telle étape, arriver à telle, on va faire ceci, on va faire cela, mais le moment me dicte que telle étape doit être supprimée et qu'il faut passer directement à une autre étape. Donc, un leader qui fonctionne avec l'ajustement et la résilience ne sera jamais surpris, ne sera jamais en face des choses qui lui font perdre la vue, et en même temps va être quelqu'un qui a le contrôle de la situation, parce que avec l'ajustement et avec la résilience, vous pouvez contrôler même vos émotions et même votre humanité. Vous savez, quand quelque chose vous surprend, si vous n'êtes pas préparé,
À la fin, vous voyez que quelque chose s'est passé, des scènes se sont passées, et puis vous dites, excusez-moi, je ne m'attendais pas à cela. Parce que simplement, vous n'avez pas été prévenant. Vous n'êtes pas dans le mode d'ajustement. Vous venez peut-être dans une réunion, vous ne vous êtes pas tellement bien préparé. Et puis quelqu'un vous prend à contre-pied, et puis vous vous lâchez. Et la réunion se termine très mal. Et puis à la fin, vous dites, je m'en excuse, mais je ne m'attendais pas à ça. Non, on peut se poser des questions. Et si jamais on me prend de contre-pied, et si jamais l'environnement change, et si jamais il faut changer la décision, et si jamais il faut reculer, on dit souvent reculer pour mieux sauter. Donc ce matin, je voudrais vraiment encore une fois de plus dire que l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, et aujourd'hui en plus, c'est qu'on nous parle des changements climatiques. Ces changements climatiques affectent notre quotidien, affectent notre environnement et notre déterminisme en termes de prise de décision. De sorte que nous ne sommes pas à l'abri de mutations. Alors, si vous voulez être dans le leadership, si vous voulez rester focus et atteindre votre objectif, ne regardez pas de manière figée les étapes, mais regardez plutôt le but en vous disant que vous avez deux outils à utiliser, l'ajustement et la résilience. Je répète encore une fois de plus, l'ajustement permet d'anticiper sur les facteurs qui peuvent devenir des facteurs bloquants dans la mise en œuvre de votre vision. Par contre, la résilience vous permet de faire face aux défis parce que vous avez déjà les défis en face et vous devez vous adapter. Vous devez vous ajuster. Vous devez faire en sorte que le contexte ne vous fasse pas perdre la vision et que les stratégies que vous avez mises en place soient simplement réévaluées pour atteindre l'objectif. Cela vaut dans la gestion familiale, cela vaut dans la gestion quotidienne de votre vie personnelle, cela vaut dans la gestion de la vie associative, cela vaut au niveau macroéconomique, au niveau d'une nation. Ajustement, résilience. Et nous devons travailler avec. Ajustement, résilience. Ce n'est pas parce que hier vous avez décidé de faire ça qu'aujourd'hui vous allez dire parce qu'on a décidé hier, ça reste là. Non, vous pouvez changer la manière de mettre en œuvre la décision, mais rester dans l'esprit de la décision. Vous n'avez pas laissé tomber la décision, mais vous avez simplement ajusté et vous avez habillé la manière dont la décision devait être mise en œuvre. Voilà un peu ce que je voudrais partager ce matin avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes. Encore une fois de plus, rien n'est acquis pour définitif. Tout est volatile. Alors s'il vous plaît, ajustement et résilience. C'est les deux éléments qu'il faut avoir toujours dans son arc. Merci. Merci beaucoup, coach. Il y a aussi Sabre Paul Wadé qui a réagi. Il vous fait un coucou et qu'il vous suit en direct. Nous le saluons aussi. Voilà, il y a Sawadogo Oumar également qui a réagi. Voilà, ils sont nombreux, ils sont très nombreux à réagir sur la page Facebook d'Electron Télévision. On a Rose Mornodé, il y a Modéal Sévérine, il y a Pambro Constant, voilà, de Nazareth qui ont également réagi. Alors avec nos internautes, nos téléspectateurs, mais aussi nos auditeurs, nous vous disons merci. Encore une fois de plus, merci aussi parce que vous vous êtes ajusté. Merci. Ok, nous allons vous raccompagner avec un élément que Minganoti, Dinalov et son assistant vont nous proposer. Unissons-nous ensemble, la main dans la main. طبعا انا جزائري يا خادم لا بالنية وايد المواطنين لازم يبطلوا شغلتهم قدرة انا فرحان عشان انا شاهدين Et construisons ensemble notre beau pays. Allah na gan diba huma bari le baladi waga na hadi niya wait waga sta fuga waga na hadi niya wait ana farhan عشان انا شاهدين Sans esprit de vengeance. أنا بوليس مرور سهل المرور للمواطنين في داخل المدينة
ونقدم بنية واحدة لتقدم بلدي وأنا فخور بأني تشادي. Mais être citoyen et à des idées différentes des nôtres. Il faut travailler pour ces pays, il faut beaucoup travailler pour voir ces pays développer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Après avoir écouté les orientations dans le carnet de leadership avec le coach qui vient de nous donner en détail toutes ces informations nécessaires. Larissa, Ouais. tu as apprécié, je pense. J'ai beaucoup apprécié. Il y a également Sophie-Ton qui a réagi sur la page Facebook qui dit nul n'est irremplaçable. Roms, sais-tu que le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la femme africaine? Ouais, je le sais. Je sais que toi, tout ce qui a trait à la femme, tu tiens beaucoup. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la femme africaine. Et la bonne fête à vous alors. Merci beaucoup. Qui dit femme africaine, ouais. On voit déjà la résilience, on voit le courage, on voit la force, on voit l'énergie, on voit la douceur. Je vois que tu es en train de mettre en application les orientations du code de tout à l'heure. Voilà, mais là, il faut également citer les braves femmes, surtout tchadiennes, qui, n'est-ce pas, essaient de toute force possible pour faire avancer ces pays. Là. Oui, elles sont nombreuses, que ce soit dans le monde de la culture, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde social. Elles sont vraiment nombreuses et pour ne pas oublier une personne, on va juste se contenter de leur souhaiter une très bonne fête. Mais déjà, il y a hier également à la sortie des élèves de l'école nationale d'administration. Oui, la 19e promotion. Voilà. Et on n'était pas surpris parce qu'on a vu que c'était une femme qui est majeure. On fait big up ce matin particulièrement à Fouka Christiane, qui est major de la Toutes nos félicitations à elle, car ce n'est plus le monde où tout le monde disait non, la femme là, non, mais non, il faut reconnaître que la femme aujourd'hui a une place vraiment prépondérante. Elle est toujours même en avance que l'homme, là il faut le dire sans une arrière-pensée. Nous avons également des femmes qui sont présidentes dans certains pays, chose que l'on quelques années en arrière ne s'imaginait pas. Oui, ça c'est bien vrai. Non, c'est impossible pour une femme de gérer toute une nation. Mais aujourd'hui, quand on essaie de voir en Namibie, on trouve que c'est une dame. Oui, qui gère ce pays, qui gère cette nation. Oui, il y a également en Tanzanie. Tu vois? Waouh! Je vois que tu as fouillé un peu. Pourquoi ne pas espérer qu'un jour au Tchad, une dame gouverne le Tchad? Larissa, soyons sérieux. C'est parce que c'est la fête de la femme là que tu allais fouiller un peu partout. Ce n'est pas ça, en fait. C'est des choses qu'on s'est dit, mais je sais, sauf le temps, le temps finira par nous donner raison. Sinon, moi, je reste convaincu que tôt ou tôt, oui. Oui, tôt ou tôt, une femme gouvernera au Tchad. Moi, je dis souvent que quand un pays est gouverné par une femme, ce pays-là est toujours dans l'instabilité. Vous voyez, parce que la femme, regardez un peu l'image d'un foyer. Vous comprendrez que la femme, si elle gère une nation, elle la gère très bien. Mais c'est désolant de voir que vous prenez l'Afrique entière et vous allez voir qu'il y a quelques têtes. Tu as cité tout à l'heure la femme de la Namibie et celle de la Tanzanie. Mais c'est un peu compliqué. Si jamais les femmes pouvaient aussi gérer, on pouvait aussi compter un nombre assez grand de femmes qui peuvent gérer des nations, ça va être très important. Et le but de cette journée, tu sais... J'allais dire chef. En tout cas, chef, coucou à toi de passage. Roms, le but de cette journée, c'est que les femmes se réunissent pour parler de l'amélioration des conditions de la femme africaine. D'accord. Toi et moi savons tous comment est-ce que la femme africaine était traitée il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, comment est-ce que la femme tchadienne est traitée et la lutte continue. On ne parle plus de vouloir avoir l'égalité, mais on veut plutôt l'équité. D'accord. L'équité genre.
D'accord, l'équité déjà. Et ce matin, je passe un coucou particulier à Madame Romnel Sengar, Martine. En tout cas, bonne fête ma belle à toi depuis ta position. Bonne fête à Dina Love, bonne fête à Irène, bonne fête à Christiane, bonne fête. En tout cas, elles sont Laisse-moi aussi le temps de souhaiter aussi bonne fête aux femmes. Larissa, comment avec toi? Alors moi aussi, je profite de l'occasion pour dire bonne fête à toutes les femmes du monde et en particulier à celles du Tchad. Vraiment, vous êtes les braves femmes et que je vous encourage dans votre combat. Comme c'est votre fête, vous allez vous rassembler pour parler de vos situations, pour projeter, n'est-ce pas, des idées qui pourront aider à permettre à la femme d'avoir sa position normale. Ne venez pas faire Congo ça seulement. Parce que femme, la CAE se réunit quelque part pour une réunion importante. Elle finit toujours par... Merci beaucoup. Ce n'est plus les femmes qui font Congo ça, ça c'est pour rappel. Ouais. Mais les hommes, en tout cas, c'est une parenthèse qu'on va parler de ça. Derrière les caméras, merci beaucoup de co-présenter ce dernier numéro du mois de G. Mais avant-dernier de la semaine. Oui, de la semaine. Dernier numéro du mois de G avec toi. D'accord. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de ce numéro du jeudi 31 G 2025. Merci à la diffusion Riabé et toute son équipe, Dina avec son équipe et Muga Bogel, le mari personnel. La sécurité, la rédaction qui nous a aidés aussi avec les informations. En tout cas, ils sont nombreux à nous aider derrière. Nabi Malachi aussi, parce qu'il s'est battu toute la matinée pour que l'émission ait lieu dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est toute l'équipe et nous sommes que la finition. Nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui ont interagi avec nous sur la page Facebook, à ceux qui nous ont également suivis à travers le petit post radio ou bien derrière leur écran. Télévision. Alors, nous vous disons merci. Et le rendez-vous est pris pour demain, à la même heure. Si Dieu nous loue encore son souffle de vie. Oui. Inch'Allah, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne fête à toutes les femmes africaines. Bye bye.